À la 5e salve, l'onde de choc fractura le fémur d'enceinte et le vent sabla cru le village à travers les jointures béantes du granit. Sous mon casque, le son atroce du roc poncé perce, mes dents vibrent. Je plie contre Pietro, des aiguilles de quartz crissent sur mon masque de contre. À terre, dans la ruelle qui nous couvre, 2 vieillards tardifs qui clouaient un volet ont été criblés. Plus loin, au carrefour, je cherche en vain la poignée de mômes qui crânaient, front nu, embrayant des défis que personne, pas même nous, ne peut à cette puissance et sous cette viscosité d'air relever. Toute la horde est à présent plaquée contre la face ouest d'une bâtisse qui nous a paru un peu moins pitoyablement jointoyée que les autres, à attendre le ressac, la courte pause dans l'accélération, qui nous permettra de contrer dans le dédale des rues jusqu'aux fortifications, puis au-delà, si l'on sort, si l'on se décide finalement à sortir. Des dômes les plus hauts, du métal tordu crie sous les accalmies, une éolienne grince, aux quêtes, elle repart, se bloque. Les pales crépitent sous la grenaille, une rafale encore, et le bruit se fond dans un rugissement saturé. À ma droite, un chat oblong se cale, ébouriffé, dans une encoignure trop étroite pour lui, et vole les jouets cassés, des calebasses, des bancs qui raclent et des tuiles de terre cuites, arrachées et jetées comme à la main 3 mètres à 3 mètres de dos. Il n'y a plus de doute maintenant, pour personne. Le Furvan arrive. Il sera là dans l'heure. Il s'annonce, comme toujours, en quintette. Et il ne laissera rien debout ici, dans ce bled qui ne figurait sur aucun carnet de contre, tant son plan carré, ses ruelles axiales et son architecture en pisé auraient fait hurler une Orochi de 8 ans. Où est Arval? Lancé, en éclaireur, il cherche l'ouverture du rempart. Les caracoles! Ils sont ensemble! Il a rien à foutre hors du pack, merde! Rappelez-le! Rappelez, je n'entends pas sauf à 4 mètres. Qu'est-ce qu'il y a? Carac est sorti comme un lutin du diamant! Derrière, Coriolis a été raclé au sol par son traîneau! Il la couvrait? Censément. Putain! Pietro! Qu'est-ce qu'on fait? Horst, remplace Coriolis, on l'abrite en cœur du pack. Almé va la soigner. Qui remplace Horst? Léarch, c'est lui qui s'est proposé. Et après, on joue à chat volant? On attend le ressac, Firost. Amis du large, encore et encore, bonjour. Jeunes glyphes des sables, crônes et antécrones qui s'annonceront sans politesse, je vous attends de pied souffle, accueillons-nous. Ah, ce Furvan, ce vieux persifleur, j'adore en pressentir la venue ailée, brouillonne certes, mais quoique. Je ne me suis pas présenté, excusez l'instant qui porte au lyrisme. Nous sommes, bonjour, vous êtes Caracol. Où suis-je? Oui, lui-même, troubadour donc, et conteur pour le compte de la 34e horde du contrevent, mes seigneurs, mené de haute main par son traceur, laigneux et percute souffle Golgoth, 9e du nom. Épaulé, il faut le préciser, par notre combattant protecteur, un trancheur à l'hélice, j'ai nommé Erg Macaon. Et à sa droite, par le pilier des piliers, une poutre à 2 pattes, Firost de Toroge, mesdames, que vous serez heureuses d'avoir devant vous quand mes pères et mères vous cracheront de la farine par les bronches, dans moins d'1 heure. Bien. Et qui suit ces 3 animaux? Qui égaye et élève Pietro le prince, un Della Rocca de la plus noble des extractions, et son pendant, fils de gueux, une lame debout, toujours à sa gauche, mon pote Soph, le profond scribe, dit-on, mais pour moi, philosophe. Entre eux, gît et s'agite
notre géomètre Talveg. Amoureux des pierres, et derrière eux, est-ce trop rapide? Dois-je ralentir? Derrière ces 6 merveilles suscitées qu'on nomme le fer, se trouve le pack, pour sûr, en 3 rangs compacts, aérés d'oiseliers inconciliables, d'une fine cueilleuse et d'une feuleuse, d'un éclair obscur et de 2 artisans, 2 branleurs, salut l'arco, et puis quiconque, les 3 crocs dans la traîne, daignez suivre, tirant les charges, combien en tout? 23, sans les autours, ni les faucons, notez bien, tous d'équerre, debout, d'aplomb, ma foi, oui, mais vifs encore, je ne sais. Caracole, Derbidil, j'ai repéré le portique. On peut avaler, prévenir les autres. J'attends la réaction de Golgoth. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Tout en lui témoigne de son dégoût pour le village. Il secoue la tête en kiquant le pisé à coups de talon. Au bout de cette ruelle trop droite, on aperçoit le mur d'enceinte. Les félaciniers féroces entre les maisons. Au sol, la terre battue, grise de poussière, s'est recouverte en quelques minutes d'une nappe de latérite. Le ciel a pris la couleur de mon disque de jet. Il n'est plus qu'un long tapis de métal qui défile de plus en plus vite. Les rues du village se sont enfin vidées. Quelques familles ont eu la décence de récupérer leurs vieillards. On a vu portes et volets se clore, les uns après les autres. Sans un regard, sans un mot pour nous. Les plus avisés sont descendus dans leur puits, dont ils ont soigneusement verrouillé la trappe. Les abrités se claquent mûrs, et ils prient déjà, sans doute, un ou plusieurs dieux. À mon signal, on reforme! Diamant de contre! Les gros, vous collez au pack avec vos traîneaux dans le cul, main sur la poignée, goinfrez les espaces. On décramponne d'ici au double pas, on contre droit sur l'enceinte et on abat jusqu'au portique. Là-bas, on se pose et on tranche. Pourquoi on n'essaie pas de frapper aux trappes? On pourrait s'abriter dans un puits et attendre que la tempête passe. Tu as doucement raison, joli Coriolis. Mais aucun homme du fer ne t'écoutera, puisque tu n'es qu'une croc. Tu contres à l'arrière dans la traîne et tu ne connais rien du vent facial. Tu fais partie de la horde depuis bien trop peu de temps. Combien? 8 mois à peine. Même moi, s'il me respecte comme cueilleuse et comme sourcière, il me dirait en souriant: ma petite Aoi, passe devant si tu veux et couvre-nous. Et j'en serais évidemment incapable. Quitte à mourir, le ventre troué par un morceau de bois, ils préféreront toujours que ce soit en plein vent, dans la plaine, qu'ici-bas, enseveli dans un puits, les vertèbres rompues sur le poids d'une poutre. Il n'y a rien de rationnel à ces choses-là. La menace dehors sera extrême. Ici, elle reste apprivoisable. Il suffirait de choisir un bon mur, j'en ai aperçu 1 ou 2, et de s'attacher. Mais voilà, ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons nous engueuler. Oh, pas beaucoup, rapidement. Quelques voix contre, sans doute, Silanfre ou Larco, Alme, bien sûr, et Sphésieste, qui est déjà terrorisé à la vue des plaies de Coriolis. Puis, Golgoth dira: on y va, et on ira, parce qu'il est le traceur, puisqu'il ne s'est pas trompé une seule fois en 30 ans sur un furvent. Sauf que aujourd'hui, j'ai vraiment peur. Dès que j'ai reniflé le blast, à l'odeur de froid, j'ai su que ça allait charcler. J'ai enfoncé mon casque de cuir, plein front, sanglé le pourpoint, sec, jusqu'au groin. Puis j'ai plongé la tête et je lui suis rentré dedans, au chenez. Dans la ruelle, ça picorait au bec, dans les joues, ah là, il foutre les mains. J'ai culbuté le flux, j'y ai mis des coups d'épaule, droite, gauche, cadré, en appui. Une chaise m'a enflé le genou, les tuiles valdinguaient par-dessus nos têtes. J'ai évité de trop longer les burons à cause des chars à voile chaînés au crochet qui tossaient brutaux à entailler les murs. Ah, je pige pour Coriolis. Elle tac, c'est son premier furvent, une pucelle encore qui serre les cuisses, mais putain, on va la couvrir. Au mieux, on lui a déjà pris le chariot des pognes, quoi. On tient à elle. Eux, surtout. Une gamine encore, mais qui doit apprendre le cri. Elle a la niaque. J'ai des stops. Et on s'est tassé, dos au mur d'enceinte. Derrière nous,
Des bicoques s'effondrent. Le hameau se prend le déluge rouge, ventral, des tas de sable, qu'on dirait, versés du ciel par des laveuses, à grands sauts. Pas vraiment chichement. Pour trouver le calme, je me suis assise de champ et j'ai posé ma tête sur l'épaule d'Orochi, afin de pouvoir regarder s'avancer et ressortir les silhouettes dans l'ouverture du rempart. Un auvent de pierre, placé 2 mètres en amont du portique, coupe le flot principal. Ajouré par le vent, il laisse ruisseler des filets de poussière. Les turbulences s'écoulent au travers de nos jambes avec des ondulations de fouine. Il est inutile de parler ou de débattre. Il suffit de regarder comment entre et ressort chacun de nos corps, avec quel mouvement craintif ou volontaire, quelle moue crispée ou confiante, quels espoirs aussi. Talveg est resté un long moment découpé dans l'embrasure, avec sa chapka surmontée du manche à air et son marteau en travers des reins. Puis il a disparu, pour revenir, le visage dur, la barbe orangée, vidant entre ses pieds un tas de sable si fin qu'il fumait en coulant. J'ai fait mes prélèvements au sable sur latérite pure, pas de quartz ni de mica. Les grains qu'on a essuyés tout à l'heure venaient des remparts. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur des lieux en amont, le désert, les gars. Il n'y a certainement aucun village. Notre botaniste confirme. Step, Ouais, du bouche sans miracle. De l'eucalyptus, quelques chênes nains, et des boules de spinifex partout à embroter, c'est le même bouquet depuis 2 semaines, on finit par le connaître. Donc sans danger si l'on reste loin des eucalyptus? Oui, sans danger, si l'on trouve chacun un trou avec une butte de spinifex devant ou crocheter sa mâchoire, et suffisamment de chance pour ne pas bouffer son poids en sable d'ici la fin des réjouissances. Non, Orochi, c'est plus que risqué. Le spinifex est bas, il ne vaut pas le buis, il est moins couvrant. qu'est-ce que vous recommandez tous les deux dans ce cas-là? On se couche ici devant ce mur, ventre à terre, on sort la corde et on Et s'attache. si ça lâche le jointure, vous avez vu ce mur? On dirait une grille. On peut aussi être pris dans un rotor avec les déchets lourds. Connais ses risques. Il reste moins fort que de se balader tout nu au milieu de la plaine en espérant dénicher le bosquet. Le bosquet qui coupera le flot sans l'arrêter, bien laminaire, sans tourbillon ni rotor vicieux, le miracle fait buisson, quoi. En plaine, loin des habitations, les impacts d'objets sont plus rares, Step. Il suffit de trouver un site adéquat et de savoir placer ses apnées dans les vagues. Orochi, personne ici ne remet en cause ton expertise sous Furvent. Tu es de nous tous la plus apte à survivre dans ce merdier hurlant. Le problème, ce sont les crocs. T'as vu Coriolis? Si l'Arco n'avait pas plongé, elle était en charpie. Avec ces bourrasques, j'entends à peine Step répondre à Orochi, et tout ce que je sais, c'est que le Furvent est imminent. Que si nous continuons amont, Svesiest et son traîneau risquent d'être balayés. Je pense aussi aux filles surtout, aux plus forts. On sait pertinemment comment ça tourne. Le pack se disjoint, il est percé par les rafales. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. En criant symétriquement le long du mur pour que l'ensemble de la horde puisse m'entendre, j'interviens. La sagesse voudrait qu'on en reste là. Svesiest risque d'y passer, Caliroé et Aoi aussi, elles sont trop légères. Nous allons affronter l'un des Furvents les plus chargés que nous ayons jamais connus. Latérite, alourdi de pluie, de la boue au sol pour les appuis et un torrent de sable en pleine face. Pietro a foutrement raison. Pietro n'est pas aéromètre, que je sache. Alors, aussi seul peut évaluer les risques profonds. Pas la peine d'être aéromètre pour savoir qu'on va se faire déchiqueter si on sort dans ce désert. Et oh, Golgoth, on laisse la horde confabuler à l'encan, chacun avec sa chacune, débat, dispute et querelle. Pourquoi tu ne leur claques pas le soufflet?
Il se lève, le goth. Il sort sa trombine longue et massive, avec son renifleur aux narines dilatées, un modèle d'origine très utile pour chasser la morve. Il passe devant nous, trapu, front à bosse, s'agite et turbule ainsi que toujours, et si délicatement crache et recrache. Vas-y, taillot, superbe d'élégance. Le goth. Un filet de salive est pris dans sa barbe roussie qu'il essuie. Il va jusqu'à Steppe, revient vers Talveg, dit 3 mots à Orochi, regarde Pietro, un ballet de fées tout en souplesse et labour. Le goth. Il nous fait signe de décoller du mur et de former un arc de cercle. Tout le monde s'exécute, pour ma part en tête et prestement. Il va s'exprimer. Le goth. Vous vous souvenez du dernier furvent qu'on a morflé? Ça remonte à quoi? 2 ans? Je pourrais vous le vider par terre. Comment on a perdu Verval, arraché par son traîneau. Comment on a perdu Dinébé, un solide ailier pourtant. Il avait bouffé tellement de sable sur une seule rafale qu'il a plus pu se relever. Et quand il s'est foutu à genoux pour vomir, il a été fauché par une barrière qui dérivait, avec Karst et Firost. Eux sont encore là, vent merci, mais lui a été égorgé par la putain de clôture. On n'a même pas pu retrouver son corps le lendemain. Le furvent qui pointe son pif, ça ressemble comme 2 bourrasques à ce qu'on a vécu. Même semi-désert merdique, même sol foireux qui va nous glisser sous les crampons si on ne trace pas dans les bancs de sable. Je voulais vous le dire ce matin, mais j'ai pas pu. Alors je vais vous le tasser maintenant. Le ressac vient de commencer. Un silence suspendu, très apaisant, laisse les mots de Golgoth se détacher sur le granit du mur. Vous êtes le meilleur bloc que j'ai jamais remarqué. Peut-être pas le plus physique, ça non, mais le plus percutant en contre, le plus compact. On est liés, les gars, je sais pas dire mieux. Noué. Noué, ouais, ça, noué, voilà, noué, dans un nœud de boyau. Allez, Pouzo, je sais que je peux tracer plus loin que mon père. Je sais que je peux aller au bout. J'ai pas envie de perdre une seule base du bloc confort. Même pas très pièce, c'est encore un peu léger. Même pas Al, Gagnoé, il me semble merdeux. Même pas Stroufion, il n'y a rien à ce qu'il y ait un pack, mais qui a l'intuition. Allez savoir comment, le Raphaël. Je vais vous dire ce que je pense. Tant qu'à finir raclé, j'aimerais autant que ce soit de l'autre côté de ce mur. Et tous ensemble, qu'ici, dans ce village d'abricots, qu'il n'y a même pas une tour où fixer un drapeau. Sortir maintenant, pas la peine de cacter une heure là-dessus, ça craint. Aucun traceur dans son plot ne prendrait ce risque. Moi, je le prends. Même si je dois m'enquiller le chenez en solo, avec mon casque et mon plastron, je ne force personne à suivre. Si vous, le pack, vous voulez assurer le coup, assurez-le. Alors, qui veut rester planté ici? Levez haut la pogne! Golgoth nous demandait notre avis. Ça avait quelque chose de déroutant. Il s'était livré pour une fois. Il nous avait parlé à nous, pas à son frère mort, pas à son père haï. Il était hors de question que je le laisse partir seul, il le savait pertinemment. Mais la simple ouverture, toute théorique qu'il nous avait laissée me suffisait. De sa part, elle disait tout. L'estime qu'il nous portait, avare de mots, certes, d'autant plus touchante. Autour de moi, je me mis à compter les mains levées. Alm, Aoi et Caliroé, Coriolis, Svésiès, Silanfre, Lautourcier, Larco, Talveg et Steppe. Il y eut un flottement. Et qui est pour sortir maintenant? 10 points jaillirent. Le mien, en dernier parce que je n'avais pas souhaité influencer quiconque. Restait Caracol,
et les frères Dubka, qui ne voulaient vraisemblablement peiner personne, sauf interpella Caracol qui avait profité du ressac pour lancer son bout dangereusement. Caracol, peut-on avoir ton sentiment? Certes, oui. Alors? Je ne sais pas ce qui se passera si l'on reste ici, mais je sais qu'il y a plus haut un port de plein vent à portée de marche. Était-ce encore une de ces visions, telles qu'il en avait eu parfois si nettes? D'habitude, il ne les confiait qu'à moi, par crainte de susciter l'inquiétude. Comment le sais-tu? Je m'en souviens dans le futur. Personne ne sut au juste s'il fallait rire ou l'insulter. Le temps pressait. Talvec choisit de le prendre au sérieux. À quelle longitude ton port, Carac? 10 degrés sud. Il faudra contrer un peu en biais. Tu es sérieux, troubadour? C'est très important. Le corps si fluide de Caracol se raidit légèrement, perdant de sa grâce naturelle. Ses cheveux bouclés lui étaient rabattus sur le visage par les bourrasques. Sur les épaules, son pull d'arlequin, cousu d'une myriade de bouts d'étoffe qu'il avait prélevés sur les habits des hommes, des femmes et des bouts de chou avec lesquels il avait passé, disait-il, plus qu'un rigolo moment. C'était quelque peu empourpré. Il ondoyait. Je suis sérieux. Il y a un port à une demi-heure amont, 10 degrés sud, avec 2 crochets à dracaire, rouillés, mais fiables. Pas de bateau arrimé dessus. Pas de bateau, les gars. Juste pour nous. Comment tu sais ça? Je peux pas vous le dire. J'ai vécu la scène. On y sera tous à attendre la vague. Golgoth releva lui-même Coriolis et toutes les filles une par une. Il ajusta son casque de cuir profilé, cette merveille, puis il se retourna vers nous. On sort immédiatement! La pluie va arriver très vite! Écoutez-moi, on compte en gouttes. Horst et Karst, vous prenez les traîneaux avec Barbac. En bout d'aile, je veux Leerch à gauche et Steppe à droite. Si on s'écroule devant, Erd, Talveig et Firost, vous étayez. Si le fer cale, le pack se rapproche et bloque l'arculade, illico, jusqu'à ce qu'on ait le jus pour relancer. Si le pack gicle, couchez-vous et refoutez-vous en formation en rampant, jusqu'à ce que je gueule debout. Les crocs! Juste un conseil. Quand la première vague va débouler, le réflexe, on l'a tous fait, vous ferez la connerie comme nous, c'est d'ouvrir la bouche. Si vous voulez crever, ça reste la meilleure idée. Sinon, vous la bouclez. Ça prolongera votre espérance de vie jusqu'à la deuxième vague. Pigé? Oui. Oui, cherchez plus à respirer. Apnée, apnée, apnée. À partir de la seconde où on passe ce portique, il n'y a plus que 2 personnes que vous pouvez écouter. Orochi et moi. Orochi. Elle s'avance, fine et belle, si juste dans ses gestes. Elle dénoue totalement son hike, le déploie au vent puis le renoue aux jambes et aux bras, sur son ventre et sa poitrine, jusqu'à la tête. Elle ajuste ensuite ses lanières de soie ponceau au point de flottement du tissu beige. La voilà prête. Sur son chignon complexe, au milieu de ses cheveux couleur de châtaigne sombre, elle a laissé une babéole, une sorte de minuscule éolienne en papier qui tournoie, sans se froisser. Elle semble sereine lorsqu'elle s'adresse à nous, si ce n'est son timbre, qui a une dureté inaccoutumée. Serrez au sang vos ceintures et vos lanières. Chevilles, poignets, aisselles, le long des cuisses et des bras, partout où ça va claquer. Bonnet et casque enfoncés jusqu'à l'arcade. Ajustez vos protections aux cuisses et aux tibias. Après, il sera trop tard pour les régler. Laissez du jeu pour le plastron, ne vous étouffez pas. Sanglez vos sacs aux épaules. Rien ne doit bouger ou flotter. Le furvent est un serval dont la griffe aime votre peau. Tout ce qui reste à nu criera. Gants pour ceux qui en ont. Les autres, filent vers Alm pour se faire bander les mains. N'essayez jamais de respirer directement, mais toujours à travers l'étoffe ou dos au vent si vous le pouvez. La vague
s'entendra 8 secondes avant de déferler sur nous. Je ne vous la décris pas. Vous saurez. À ce moment-là, si l'on a eu le temps de s'attacher, vous protégez votre tête, et si vous êtes encore conscient, vous priez l'esprit qui vous est proche. Si vous êtes encore conscient. Nous avons devant nous une demi-heure de slamino, puis les rafales vont revenir par paliers très courts, crescendo. Ce sera insoutenable très vite, mais faites face, toujours. La vague du furvent surgit d'ordinaire après une légère décélération. Il y en aura, d'après mes observations et déductions, 3. La pire sera la deuxième. Qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve seul? Tu te couches. Pied en amont ou pied en aval? Ça dépend. De la rugosité du sol, de l'inclinaison de la pente, de ton poids, de la vague. Il existe 14 types de vagues, catégorisées avec certitude. Des laminaires, des cisaillées, des roulantes et des écumantes, des cycloniques, des aspirantes, avec ou sans vortex, giratoires ou linéaires, avec effet de spin ou effet de succion. Qu'est-ce qu'on risque de rencontrer? A priori le pire, une écumante, avec une signature turbulente cyclonique, une ribambelle de vortex et sans doute des crônes. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça te fait rien, Zé. Ça te tordra le tronc comme un trinche qu'on essore. Je plaisante, ce n'est pas certain. Alme achevait de bander le bras de Coriolis, dont le visage vira au blanc lorsqu'elle entendit les derniers mots d'Orochi. J'avais envie de la réconforter, mais rien de véritablement rassurant ne me venait. Ce furvent-là, je ne le sentais pas. Ni le sol, pas bon du tout, à voir la tronche de notre géomètre Talveg. Ni le son, qui froissait mes oreilles et faisait grimacer Silenfre, notre mélomane, lequel s'était résolu à sortir sa minerve de cuir et à en passer une à Svetiest. Le retard que l'on prenait, j'avais l'impression qu'on partirait trop tard, on traînait. Coriolis se releva enfin, elle avait repris un brin de couleur et elle osa un baroude. Est-ce que tout le monde ici a pour but de mourir? Vous avez pas entendu ce qu'a dit Orochi? Le pire nous attend. Pourquoi on reste pas là? Pourquoi? Vous voulez prouver quoi, hein? À qui? Vous avez vu mon épaule? On va tous y passer! Toi, ouais, tu vas te faire dépuceler, ma jolie. Je m'approchais de Coriolis, elle a pris dans mes bras. L'arco me regarda avec envie, l'envie palpable d'être à ma place. Pourquoi on reste pas derrière ce mur, Orochi? Parce que ce mur va s'écrouler sous l'onde de choc, avant même que la vague ne le touche. Et le village qui est derrière, Le village qui était derrière. Il n'y a plus de village. il va être détruit? Tous ces gens vont... La signature cyclonique. Les toits vont être projetés, les maisons centrifugées par la traîne turbulente. Prépare-toi à présent. Je te banderai moi-même la tête quand il sera temps. Tu vas contrer juste derrière moi dans le pack. N'anticipe pas la peur. Fais simplement ce que je te dirai, à l'exact moment où je te le dirai.
Dehors, le bush nous attendait, splendide et désolé dans sa robe de latérite rouge. Quelques chênes du désert, parcimonieusement, fixaient un vague cap de contre. Pour le reste, le chaos dominait, un plateau rond, engorgé de buttes à moitié solides, de dunes précaires, que le furvent allait dynamiter, rayé de sillons aussi, qu'il aurait été facile d'emprunter par tant de clémence, aujourd'hui potentiellement mortel, puisqu'il servirait de lit aux rivières de sable. Golgoth avait attaqué bien en tête, à la limite du pas de course, choisi une ligne de crête axiale et il avait tracé. Le sol, plutôt ferme aux appuis, était trop vallonné et les crocs souffraient sur les bosses, Pietro et Erg, décrochés par moments vers l'arrière pour les soulager, mais très bientôt, ça deviendrait impossible. Il fallait faire vite maintenant, gagner le maximum de terrain pendant la phase de Slamino. En contrebas, les eucalyptus pliaient déjà à faire peur. Certaines houppes se déchiraient sous les rafales. Sur un signe d'Arval, notre éclaireur, qui évoluait à une centaine de mètres devant nous, Golgoth piqua subitement dans la pente vers une ravine et il nous y enfonça. 50 mètres plus tard, il hurlait. Cap serré à droite! Cadavre! Cap à droite! Ne vous arrêtez pas, il est mort! Un type dont les plaies fraîches étaient plâtrées de sable gisait sur le flanc. Un coup d'œil me suffit pour comprendre qu'il était toujours conscient. Il avait encore un regard, plus pour longtemps. Il se vidait à mi-cuisse et il était épioté aux épaules et aux hanches. Erg, qui n'était pas combattant protecteur pour rien, décrocha derrière moi pour le retourner, tâter les os et racler les plaies au couteau. Alors? C'est un oblique, un pirate sans doute. Il a dû être viré de son char à voile et projeté par le blast. Ils tiennent pas debout dès qu'il s'agit d'avancer sans leur roue. Il a un tatouage de bande, on risque d'en voir d'autres. Je l'abrège. C'était une question de pure forme. Je fis quelques pas rapides vers l'amont pour tenter de mettre une distance toute mentale entre le son que j'anticipais et mes oreilles. Je ne fus pas assez véloce. Le fracas mat du marteau dans la fonte de l'occiput cloue à l'évidence. Erg l'avait abrégé. Faudra faire gaffe au char lui-même. Il a dû se planter dans la ravine. Ce n'est pas déjà passé. Poussez-vous! En une fraction de seconde, la horde tout entière se jette au sol. Une coque de délichats roule en bord sur le qui surgit d'un coup du map. Elle heurte, droite, gauche, la pente de fer, repoussant en aval des éclats de pierre. Elle perd tout un rocher qui dépasse à tout un plan. Sous l'impact d'un genre de vol d'un mètre pour retomber derrière le traîneau. Sacrée chance. Nous attendons quelques secondes, puis nous nous relevons. Arval! On avant trace, Arval! Oui! Tu te places à portée de vue à mon 4 dangers, tu lâches le chiffon blanc! Sitôt qu'Arval sortait du pack, je me retrouvais insuffisamment abritée, par intervalles, soumise au plein vent. J'avais froid, cette impression que je dispersais mal, d'être progressivement percée à nu et faufilée dans mes fibres. Mon pantalon façayé au mollet, le tissu tiré aux manches et au cou, jamais assez épais à cette vitesse, assez opaque. J'enviais les puissants, l'espace qui s'aménageait entre les flèches pour se laisser passer les gros flocons d'air. Depuis que j'étais toute petite, souvent le même rêve idiot, j'aurais voulu devenir à ces moments une haie de buis. Pas cette voile de peau en travers du flou, ce tronc à plat sans même de principe, qui s'associait à la terre. Dans la ravine, la pluie si redoutée arriva d'un coup. Des billes d'eau éclatantes sur mon front qui faisaient des ronds sombres sur mon maillot bleu. Et aussitôt l'averse vira au déluge. Les gouttes devinrent si denses et si puissant le vent que je restai plusieurs secondes sur place comme un caillou ripant au fond d'une rivière en crue. Je reculai, la peur de décrocher au ventre. Sur un appel de Golgoth, Arval rejoignit le pack. Je baissai la tête. Tout le monde s'était resserré d'un seul coup, sans cri ni concertation. Un réflexe animal de harde instinctif. On ne s'en sortirait pas seul, personne, pas même le Goth.
On n'était qu'un petit tas de chair frêle en mouvement, soudé, un bloc, désuni, presque rien. À peine un billot de bois craquelé, prêt à fondre sous la rafale, de la sueur à souffler à la bouche. Et tout le monde le savait, Pietro essore plus que tous les autres qui montraient une belle moitié du temps carrément dos à la pluie, tourné face à nous, pour mieux chaîner du geste et de la voix le fer opaque, le bloc au creux, rien qu'avec des regards parfois, des mots, quelques mots de placement, de cadence ou d'amour. Très vite, c'est la gadoue. L'argile latérique n'absorbe rien. Golgoth sortit de la ravine, il balaie large, relance Arval en éclaireur, tire des bords. Mais il n'évite pas la mélasse qui s'accumule sous nos crampons. La pluie s'intensifie, le vent accélère comme prévu. On s'englue dans la glaive. Nos vêtements complètement détrempés collent aux articulations. Lorsque j'arrive à ouvrir mes yeux, je discerne avec peine le relais. Le boulevard de Spinifex seul matérialise l'espace. Un but ouvert, servant à travers un ciel plein. Leur touffe blonde luise mouchée sous les rafales, bien distincte de la terre qui a viré aux rouilles. La lumière est grisâtre, brumeuse. Golgoth trace approximativement est, sud, est. Il nous mène en lisière de Crète, à midi, à la recherche des contrevents. Vagabond, à 9h! Merde! En position! On est en train de s'approcher, il est blessé. Silhouette rayée de pluie, presque pliée, émergea incomplètement dans notre champ de vision. Elle titubait, le grain la bousculait, longues claques ébourades. L'homme chuta, il se releva avec peine, sur un genou, rechuta lourdement, tête en avant, comme un poivreau à la rupture, sonnait. Il essaya de continuer à quatre pattes, mais vent arrière, il ne pouvait évidemment anticiper les rafales, cette espèce d'abrité. Fais face! Golgoth ne corrigea pas d'un iota son cap, et il me fit signe de sortir du fer pour aller voir. Le gars, plutôt grand, s'était aventuré dans une langue de boue. Le bonheur. Il me vit arriver et porta la main au boomerang de sa ceinture, mais je le rassurai en écartant mes mains. L'épaisseur du déluge m'obligeait à beugler. Vous n'irez pas loin comme ça! Faites face! J'ai cassé le mât de mon char, toute l'escadre a cassé. Ceux qui sont venus! Ouais, pas des pillards, des orpailleurs nomades. On partait, poser des filets sur l'axe Belligny, on a été pris dans la tempête. Le gars me répondait à genoux, ses cheveux déclinés de Bougrasse. La pluie lui rinçait le sang aux avant-bras en filets rouge clair. Vous cherchez à rejoindre le village! Vous savez où il est? À une demi-heure! Le gars écarquilla ses yeux frangés de pluie. Pendant de longues secondes, il regarda l'aval, la horde qui progressait amont, en triangle, avec les traîneaux remorqués sur la glaise, qui se dissipaient dans le volume de pluie. Par deux fois, il me fit répéter aval. Il n'y comprenait pas rien. Qui aurait pu? Mais vous allez où, vous, comme ça? Plus haut! Mais bordel de Dieu, vous êtes qui? La horde! Là! Horde du contrevent, la horde du 9e Golgoth! Ouais! Il parut réfléchir, autant qu'il le pouvait encore. Il secoua la tête,
paumé, se signa brièvement, voulut reposer sa question. C'était trop pour lui. Il n'intégrait pas. Puis si. Je peux remonter avec vous? Calme-toi derrière moi, le plus près possible. Lorsqu'on recollera, je vais me repositionner devant, à ma place, dans le fer, juste derrière le Golgoth. Tu n'auras qu'à te placer entre deux pros, à l'arrière. Mais fais bien gaffe. Quand tu entends coucher, tu ne cherches pas à comprendre. Tu plonges au sol. Compris? Merci! On recolla avec difficulté. Je dus le tirer à plusieurs moments. En montant une butte, en la redescendant, il a eu une mauvaise impression des salles et il était vraisemblablement déjà fausse. Lorsque je repris ma place dans le fer, je regrettais mon geste. Il allait gêner les gros, qui subissaient déjà une pression énorme. Ni les frères Dubka, ni Barbac n'avaient émis le moindre son lorsqu'ils s'étaient positionnés. Nous longions maintenant une forêt linéaire, soumis à un vent déroutant, avec de nombreuses rafales tournantes et latérales qui nous déséquilibraient. L'intensité était maintenant telle que Golgoth hurlait des « Seigneur !» Bloc! toutes les minutes. Seigneur ! Bloc! Et immédiatement, on serrait, en s'empoignant par bras et ceintures. Seigneur ! Bloc! Et le socle collectif opérait. La rafale nous passait dessus sans trouver fente par où nous dissocier. On faisait bloc, on était bloc, inexpugnable, indélogé. Le rescapé derrière n'y comprenait sans doute rien, mais il suivait le mouvement, il tenait le coup, il tendait son bras, il braillait. Bloc ! Avec nous, quand il entendait Seigneur ! Bloc ! Il... Poussez-vous ! Il y eut une explosion. La butte devant nous fut pulvérisée dans l'espace par un coup de blast. Un mélange sable latérite nous rinça les épaules et le dos. Lorsque je me relevai, couverte de terre, je constatai deux choses. Les crocs avaient été remorqués sur plusieurs mètres par leurs traîneaux, mais ils étaient entiers. L'oblique, lui, ne s'était pas bougé. En tout cas, pas à temps. Sors, laisse tomber! Je ne pouvais pas ou plus laisser tomber. J'avalais quelques arpents, vent arrière, le dos subitement trempé jusqu'au maillot de corps, jusqu'à la peau de cette saloperie depuis l'horizon. La butte, il suffisait de redescendre. C'était en partie reformé au loin, mais très allongé et aplati sur une dizaine de mètres. Rapidement, je m'approchais, cherchant quelque chose qui dépassait de la motte. Je le trouvais. Le type était un morceau de terre maintenant, ni plus ni moins. Il avait la gorge, la bouche obstruée par des bouts de... Laisse tomber! Tu as fait ce que tu as pu! La voix bruissait à quelques pas de moi. Allez, viens te replacer dans le fer, il faut crasser. La gorge obstruée par des bouts de manteau. Ce ne fut pas le dernier de sa bande que nous rencontrâmes, autant l'avouer. Au jugé, ils avaient dû être une quinzaine, en quête d'un village ou d'un abri, pris de court et jetés pas, leurs chars renversés à devoir affronter à sec ce qu'il aurait fallu une existence à cela tout entière de vie. Nous n'étions pas forcément plus athlétiques qu'eux, mais nous étions en bloc. Avec à chaque poste les meilleurs où peu s'en fallait, en tout cas mentalement les plus solides, sans parler d'expérience ou d'une quotidienneté si intégralement dévouée au vent et à la hargne du contre, qu'être claqué sur rafale ne pointait plus à l'horizon de nos possibles. Je les vis, oui, ces obliques passer, mais sans grande émotion, malgré la macule de sang dont ils ne s'appartenaient plus, désarticulés. Ils avançaient à la rencontre de pouce, dans l'indifférence de nos yeux mi-clos, se vidant comme des poupées de peau crevées qui auraient perdu leur sang. On en appela certains, on en négligea beaucoup d'autres. Aucun d'eux, de toute façon, n'aurait tenu 10 minutes dans nos rangs et à notre cadence, ni pu intégrer notre discipline devenue instinct. Cette force, elle ne suffirait pourtant pas à passer sur nos amis. Elle donne l'échange devant les néophytes, et à ces vitesses encore soutenables où un bon chaînage et des couchers prompts conjuraient l'essentiel du danger, mais après. À portée de marche, tu as dit, Caracol! Yak! Encore 2 milles, peut-être! On va les faire à la vache si ça continue!
D'après ma boussole, le cap est correct. Ça va les filles? Oui, Largo, Et Coriolis, ton bras? il prend l'eau, j'ai mal. Moi aussi j'ai mal, mais c'est quand je te regarde soulever. Tiens, Attention! Le fauconnier a dérapé, faisant chuter derrière lui Step et Aoi. Il se relève sans élan. Ses vêtements finement coupés sont couverts de glace. Il reprend sa place sur l'homme. D'autres chutes surviennent avant que Golgoth, rageusement concentré, tendu comme un câble, lève enfin un affleurement de roches qui soulage tout le monde. Les crocs, particulièrement, dont ils sont, et sans broncher. Jamais Coriolis, ni Svetiest n'auraient pu assurer la traction des traîneaux détrempés à cette cadence-là et dans ces conditions de terrain, comme les jumeaux Dubka, impressionnants de puissance. Ni comme Barbac, dont on mesure mieux maintenant à quel point son expérience... Ni comme Barbac, dont on mesure mieux maintenant à quel point son expérience de remorqueur est irremplaçable. Noué au boyau. Non, c'est moi qui lui ai glissé ça le mois dernier. Étonnant comme certains mots percent sa carapace et s'enchassent pour ressortir longtemps après, assimilés. Noué. Nous ne saurons jamais à quoi ça tient. Sans cesse, je me retourne et je cherche Aoi, ma petite goutte, tellement légère, chancelante de pluie. Par-dessus les épaules, je cherche Caliroé, tache fauve, fragile tout autant avec son allure de flamme que la moindre bourrasque pourrait moucher. Je demande pour Zvetiest, trop loin derrière pour que je l'aperçoive. S'il résiste, de bien le protéger, je parle. Je relais Pietro qui encourage le groupe, impeccable, ne s'énervant jamais, qui reste notre prince en acte sans forfanterie, grâce à qui la horde tient, et se tient, en dépit de Golgoth et de ses consignes. La pluie a complètement cessé maintenant. Le sable sèche à une vitesse peu imaginable. Nulle trace de port où que je porte le regard. Je ne sais plus. Je ne sais plus si nous aurions dû faire confiance à Caracol. Je crains la catastrophe. Les premières méduses sont tombées du ciel. On en a trouvé des énormes éventrées au sol, signe que le vent s'épaissit aussi en altitude. Bref, que ça arrive. Golgoth n'a pas marqué la moindre hésitation. Il nous a demandé de nous attacher ligne par ligne. Il s'en tient à la vision de Caracol. Il garde le cap en boussole. Il ne cherche plus à tracer dans la subtilité, puisqu'on n'y voit de toute façon plus rien. L'air fine, orange. Un flot grénulé qui crépite sur le torse, qui martèle la tête. On a mis les cagoules de cuir, et on ouvre à peine les yeux quand ça fléchit un tout petit peu. Il faut se préparer à plonger si la vague s'annonce. Je repère le moindre bout de roche, le moindre creux jouable, être prêt, si ça explose, à se plaquer ventre à terre. on peut se planquer là. Tout ça, Là, à droite, derrière le rocher. on tient pas à trois. Faut continuer! On va y arriver, les roseaux, le port est tout prêt. Mon cul, on n'y sera jamais à temps, faut se coucher. Personne se couche! Coifferez les trous dans la traîne! Ah oui, mais la rupture, tenez-la bien. Là encore, il y a un truc. On contre pas le col. Il t'entend pas, Léard, il t'a jamais. Mets vos gueules dans le bac! Ma voix finit par les calmer un peu. Dans les carnets de contre que j'ai pu lire durant ma formation de scribe, le Furvent a toujours occupé une place à part. Il reste la figure active et imprévisible de la mort. Chaque horde en a rencontré parfois jusqu'à 7 ou 8, et chaque scribe a tenté dans la mesure de son savoir et de ses moyens d'en extraire des leçons qui puissent sauver les hordes futures. Ces leçons sont étranges, folles, parfois, plus souvent profondes et saines. Elles sont toutes émouvantes par ce fil, par ce don qu'elles tendent du bout des doigts vers l'avenir, comme si, même détruite, même disloquée, une horde gardait encore au fond d'elle-même, enquistée dans sa foi, l'espoir qu'une seule d'entre elles, plus tard et plus loin, peut-être des siècles et des siècles en amont dans le futur, atteindra enfin
grâce aux exploits cumulés des autres, l'extrême amont, et qu'ainsi elles seront justifiées. Toutes, quoi qu'ils fissent, et pour toujours. Ce lien, nul abrité, nul fréole n'en comprendra jamais la force. Il est ce qui nous lève chaque jour que vent fait. Il est ce qui nous tient debout sous la grêle, dans la pluie racleuse, face aux stries de la stèche, sans tituber, sans rompre. Il est ce qui ne nous fera jamais renoncer à aucun prix, puisque derrière nous se tiennent confiants ces morts altiers que nous honorerons jusqu'au bout. Non parce qu'ils sont morts, fût-ce en héros, mais parce que vivait en eux ce don, cette confiance furieuse qu'ils nous ont faite, sans même imaginer quels seraient nos visages ou nos corps, nos propres quêtes. Ce qu'ils savaient, ce que nous savons, que les Hordiers meurent, pas l'esprit du combat, qu'il nous suffirait de voir un gorceau pointer le groin au vent, un buis, et résister à la rafale pour comprendre d'instinct dans quel sens souffle le courage. Vif est celui qui se dresse et fait face. Ne te retourne jamais que pour pisser, disait l'exergue du carnet de contre la 19e Horde. Nous sommes partis d'Aberlas, extrême aval. Il y a 27 ans maintenant, nous avions 11 ans. Et nous ne nous sommes jamais revenus. Une véritable rivière de sable d'éclair en continue sur nous. On a plus s'en sortir. C'est plus possible maintenant. Même si le fort est à 100 mètres, on ne verra pas. Même à 10 mètres. Il était peut-être derrière nous, en aval. À droite, il m'a semblé qu'il. Ou à gauche. Je commence à faire le train. La panique commence à monter. Irrépressible. Je serre les pieds, j'ai des spasmes au ventre et je m'appuie sur Anne. Arrêtez, y'a le fait! On appuie! On appuie! Sec! Blood! Le fer a fait une abattue sous l'intensité de la rafale. L'accélération est tellement énorme que les aiguilles sont rabattues mécaniquement vers l'intérieur du pack. Il s'efforce de rester en ligne pour protéger l'arrière. Sauf se recale d'un coup de rein et s'arrête. Tout le pack a verrouillé ses appuis et tient. Pour l'instant. L'air est passé d'une épaisseur liquide à une consistance quasi solide. Chaque fluctuation frappe le bloc comme à la messe et le disloque. Le fauconnier s'est permis de cocher. Il rentre pour se replacer, se relève et rechute. Accroche-toi d'avant! Derrière, les traîneaux décollent et partent en vrille. Ils se tapent, tournent, tapent. Décrochez les traîneaux, lâchez tout! Non! Lâchez-les! Non, les casques! Et les oiseaux sont dedans! Les Doubkas ont mousquetonné directement la poignée du traîneau sur leur harnais. Les 30 kilos de matériel voltigent dans leur dos. Soutenez-les, appuyez-le derrière! Et tiens debout! Tenez-le, Michit, il est à la limite! Ce fut le passage où la terre elle-même commença à se soulever. Ceux qui fonçaient sur nous n'avaient plus d'effort, mais une couleur, rouge brique, et un son de torrent froid en cru. Par 4 fois, Golgoth nous fit coucher. Par 4 fois, il nous fit relever. Et il nous tira, par sa seule voix, par sa seule hargne vers l'amont, alors que plus un seul orquier du pack n'aurait eu le courage de contrer Golgoth. Insultez-le si vous voulez, mais ne le faites jamais. Et il redemanda, encore, inlassablement, si le cap était bon, et il l'était. Arriva le seuil où il n'était plus possible d'être debout, et nous avançâmes accroupis, assommés de sable et d'éclats de pierre, aveugles, sous les casques de cuir et les bonnets, sous les bandes de tissu cerclées, sous les chapkas et les cagoules de jute qui amortissaient l'abrasion, pas le choc du blast. Et longues dévastations flottaient envahissaient l'espace, et nous étions perdus, hagards de fatigue, grêlés, complètement ahuris au milieu du bush, en pleine furie laminaire, en pleine montée à l'acné, des branches fléchées à travers le rideau de briques, des objets inconcevables trouaient la masse de poussière, surgissaient, et des hélices de nulle part, et des seaux, des filets éventrés, des sacs, tout ce qui avait cru pouvoir s'accrocher encore, et comprenait tout ce qui s'était cru suffisamment lourd sans l'être jamais assez, jusqu'à la coque d'un aéroglisseur, poussé mètre par mètre, et jusqu'au Vélichard fantôme qui passa à 4 pas de l'heure, la voile bloquée, sans pilote, et qui filait indéfiniment vers la Là-bas! Quoi? Là-bas! À droite! Qui a parlé? Silence!
tribord, il dit. Tribord quoi? On n'y voit absolument rien. Écoutez attentivement. Un instant, je crus que Silenfre délirait, tant la vocifération du chenêt occupa à tout le champ de l'audible. Puis rien, une brève plainte, une mince fibre mélodique, à peine discernable de la frange du sensible, comme sinuant d'un rêve, se dégagea au sein du tronc ululant. Pas une musique, ni un bruit, encore moins une voix, non. Ça montait et descendait en fréquence, mêlé au froissement d'horrible, l'entrecoupant, surnageant par instants puis replongeant. Qu'est-ce que c'est, Silence? Vous l'entendez? À peine. Qu'est-ce que c'est? Mon cœur faillit bondir hors de moi lorsque je compris. Ululant, oui, le faréole du port, la sirène éolienne qui guide les vaisseaux par gros temps. C'est ça. Bordel de Dieu! Contre en crabe. On vire à tribord. En position au sol. Sam, Pietro, Step, Talbot, Guerre. Sur le bord d'attaque avec moi. Le pack derrière. On se sert de la poussée frontale et on glisse. Sous la précipitation, on s'écroula, on se releva, on glissa un peu, très brièvement, on vola en éclats. On rampa et rampa, au plus vite, à moitié noyé dans le sable, ribambelle errante, encore unie pourtant. Péniblement, avec Golgoth et Pietro, on devina une sorte de canal, balisé tous les 50 mètres de rocs percés, des cairns sonores, qui sifflaient au vent parce qu'ils n'étaient pas encore touchés de terre. De proche en proche, tel un vaisseau avarié cherchant la voie du port, nous avançâmes peu ainsi, bâbord armé, suspendus au ululement de ces caves, comme un guide nocturne qui aurait porté une chétive bougie, progressant sur les coudes dans les parties à découvert, courant dès que la zone était un peu abritée. Lorsque le canal s'interrompit, ne resta que la trompe, à présent dominante, du faréole, seule, jouant pour elle-même dans l'immensité vide du bush. L'inespérée corne de l'homme nous appelait à elle. Mécanique pourtant, mais à cet instant plus humaine qu'une mère, plus précieuse que tout. Nous ne savions pas à quel type de port il fallait s'attendre. Nous foncions vers son cri, vers cette mélopée nostalgique et urgente, quand le grain nous projeta dans la pente. À tâtons, j'ai cherché le mur de la digue. Je me suis assise, le dos contre, et j'ai écarté le tissu de mes yeux pour analyser le site le plus précisément possible. Au faiblissement relatif du flux, je sais qu'il nous reste 2 minutes avant l'arrivée de la vague. La digue, qui mesure 4 mètres de haut sur 10 de large, est faite de cubes de granit empilés au milieu desquels ont été fixés, Caracol a vu juste, 2 crochets d'amarrage. La cuvette où le port s'inscrit est une doline naturelle, dont la crête vive est à 6 mètres environ. Le sol qui est dallé est recouvert d'une couche de sable assez épaisse pour confirmer l'évidence. Il s'agit d'un port de plein vent, à peine aménagé et guère protégé du flot. Sortez casque et cordes, puis verrouillez les traîneaux et câblez-les au crochet. La doline est de forme ovale, avec une pente douce en amont et abrupte en aval. J'observe le flot. Il plonge par moments, catabatique, rebondit sur la dalle, vient toucher la butte arrière, puis ressort. Sous la vague, ce sera très différent. Avec l'onde de choc, la réverbération va nous projeter contre la digue, puis nous aspirer au ciel en torsion. Formation en goutte à 7 rangs. Laissez 15 mètres de corde entre la digue et Golgoth, puis attachez-le. 15 mètres, mon cul! On va sortir de la zone abritée, je veux pas prendre la vague en pleine gueule. Faut coller à la digue pour s'en sortir. Orochi n'a même pas un geste d'énervement. Erg lui tourne le dos et ajuste son casque en acier. Lorsqu'il se retourne, il est encore plus impressionnant. La voix d'Orochi monte à nouveau. Elle est restée précise et belle. 15 mètres, Erg. Sinon tu finiras fracassé contre la digue. Impossible! La contre-vague, Erg. Les cordes se déroulent. Je m'assure des distances. 15 mètres. J'enchaîne. 8 cordes. 4 sur chaque anneau. Point d'attache en direct. Golgoth avec 2 cordes. Puis Sob et Pietro. Erg et Kurost. Horst et Karst. Tout le monde se mousquetonne avec son voisin, rang par rang. Puis devant et derrière. Prenez 2 points d'attache devant vous, mais laissez l'espace d'un bras autour de vous. Pourquoi pas soudé? Pour l'écoulement. Il doit rester granulaire.
Le vent vient de fléchir. La vague s'annonce. Je cours prendre ma place au cœur du pack. Les mousquetons sont prêts. Karst à ma gauche et Alm à ma droite, un pic à la ceinture. J'attrape des bouts de sang, de loutourcier et de steppe devant moi et je vis son maillot. Puis, je sens l'arc s'arriver dans mon dos. Le pack à la Caracol, attache-toi! Caracol! Reviens! Ramenez-le! Alors que la horde qu'elle est enfoncée à petits pas nerveux, géométriquement, que les casques lourds intégraux d'acier ou de bois avaient été fixés sur les têtes de ceux qui avaient la charpente pour les supporter sans fléchir, Caracol eut un geste inouï. Il sortit du pack. Muet sous l'aberration, je le vis courir, escalader à toute volée le mur de la digue, bondir au sommet de la crête et s'agenouiller, les bras levés dans le contre-jour, le tronc laminé par l'intensité du torrent de terre qui déferlait sur lui. Un instant, il parut transparent sous la percée. Je voulus lui hurler quelque chose, mais j'avais trop peur, trop d'effroi aux poumons pour... Il s'était déjà retourné de toute façon. Il se laissa alors glisser dans la pente, un genou en avant pour ébaucher une référence, sur quoi il ouvrit la bouche, pompant du ventre un volume d'air suffisant pour déclamer, et il eut cette phrase, dont le sens, avec le recul, m'apparaît infiniment plus beau que ce que j'en redirai alors. Et il sauta dans le sable tel un chat pour retrouver sa place et s'arrimer. Subitement, les cordes grincèrent et la horde recula d'un bloc. On l'entendit. 8 secondes. C'était le moment repérable où le vent cessait de siffler pour passer à une vitesse proprement inhumaine, insupportable même aux pierres, même au buis. Le son perdit son ciselage aigu, sortit de la 5e forme et devint ce qu'aucun ordier ne pouvait effacer de sa mémoire physique une fois entendu. Cette effroyable torche de terre brûlée qui s'appelait l'ouf. L'onde de choc fut audible à une centaine de kilomètres en amont, au tonnerre projeté, et à ce moment-là, même habitué, même en face du 5e furvent comme je l'étais, une terreur froide me monta à travers l'axe de la colonne vertébrale, et le réflexe immédiat, impossible à contrer, inutile à acquérir. Protégez-vous!